C'est très excitant tout ça. C'est passionnant. Mon Dieu, que c'est doux! Nous savons tous que l'utilisation de la fourrure fait partie de notre histoire. Cependant, peu d'entre nous savent que l'industrie de la fourrure est aussi importante aujourd'hui pour la culture et le gagne-pain de bon nombre d'individus. Allez, on part en expédition et je vais vous montrer ce que je veux dire. Notre expédition commence ici, à Montréal, où le commerce des fourrures a débuté en Amérique du Nord. Ce building servait d'entrepôt des fourrures pendant tout le 18e siècle. C'est désormais un musée consacré à l'histoire du commerce des fourrures. Les Européens ont commencé à s'intéresser à l'Amérique du Nord quand la Terre était plongée dans une minière glaciaire. On comprend que les gens recherchaient ce qu'il y avait de plus chaud. Le commerce des fourrures est devenu le moteur économique qui a motivé l'exploration du nouveau continent. Chaque printemps, les voyageurs quittaient cette rive du fleuve Saint-Laurent pour un voyage souvent très périlleux, en route pour des milliers de kilomètres vers les Grands Lacs et au-delà. Ils s'aventuraient loin dans les territoires du Nord pour négocier l'achat des fourrures avec les chasseurs indigènes. Les outils, les tissus et les autres marchandises que les Européens offraient étaient des nouveautés d'une grande valeur pour les peuples autochtones. Ces produits complétaient leur mode de vie traditionnel. Contrairement aux premiers colons, les voyageurs n'ont jamais convoité le territoire des Autochtones. L'industrie de la fourrure continue de jouer un rôle important aujourd'hui. Pour de nombreux individus vivant loin des villes, elle représente une source de revenus et un mode de vie qui leur sont essentiels. Frederick Rickard est un trappeur-cri vivant à Moose Factory dans le nord de l'Ontario. La pratique moderne du piégeage est un bel exemple qui démontre qu'il est possible d'utiliser d'une manière responsable ce que la nature produit tout en assurant sa protection. Toutes les espèces de plantes et d'animaux se reproduisent en un nombre plus grand que ce que la Terre peut nourrir. Comme toutes les espèces, nous les humains vivons en utilisant une partie du surplus. Notre objectif est de vivre sur les intérêts que la nature produit chaque année sans gruger notre capital environnemental. Pour les écologistes, c'est une question de développement durable. Pour les autochtones, c'est le cercle de la vie. De nombreux trappeurs comme Frederick Rickard se nourrissent de castors, de rats musqués et des autres animaux qu'ils trappent. La vente de fourrure leur donne ce qu'il faut pour acheter l'équipement nécessaire pour travailler dans la nature. La viande qu'ils ne consomment pas, ils la laissent dans la forêt. Elle aide les animaux à survivre pendant les durs mois d'hiver. Rien n'est gaspillé. Il faut plus de 6 heures pour piéger l'animal, enlever la fourrure et préparer la peau pour préserver la valeur de la fourrure.
Tous les trappeurs ne sont pas des autochtones et ne vivent pas nécessairement dans le Grand Nord. Claire Dawson et sa sœur Lucie Hardy pratiquent le métier de trappeur dans la région de Portneuf. Elles préparent leur équipement en vue de la saison de piégeage de l'automne prochain. Là, on est en train de bouillir, nettoyer, préparer les collets, là, à chaque saison pour enlever l'humidité et les odeurs. Les animaux sont très méfiants. Fait que quand il y a des odeurs humaines, ça leur fait peur. Une fois ou deux, là, à la fin de l'été, on vient faire le tour là, de ce qu'on appelle la ligne de trappe pour, en fait, faire un genre d'inventaire de ce qu'on a comme animaux sur notre terrain. Plus tard, un petit peu, là, au début octobre, on vient préparer, là, nettoyer les trails, puis bouillir les pièges, puis apporter des appâts s'il faut pour attirer les renards puis les loups. Puis quand ça débute la saison, le 25 octobre, on ouvre les pièges, puis on fait là, la ronde à tous les jours et demi, 2 jours. Là. Ça nous prend à peu près ça pour faire toute la ligne. Au Canada, le piégeage est rigoureusement réglementé par les ministères de la faune de chaque province et des territoires. Aucune espèce menacée n'est utilisée. Les castors et les rats musqués représentent la moitié des fourrures sauvages utilisées dans l'industrie canadienne. De nos jours, ces espèces sont aussi abondantes que lorsque les Européens sont arrivés au Canada. Contrairement, encore une fois, à la croyance populaire, ce n'est pas n'importe qui peut être un trappeur. Ce n'est pas, en fait, on ne peut pas trapper n'importe où et n'importe quand non plus. À la base, pour être piégeur, il faut déjà aller suivre une formation, un cours obligatoire, un cours de 35 heures ou 4 jours. Et à la suite de ça, si les gens passent avec succès cette formation-là, alors on leur émet un certificat de piégeur. C'est uniquement dans ces cas-là. Il existe un programme de recherche sur le piégeage administré par l'Institut de la fourrure du Canada, financé par le gouvernement canadien et la Fédération internationale de l'industrie de la fourrure. Cette importante recherche a fourni les bases scientifiques qui ont conduit à l'entente sur les normes de piégeage humanitaire. L'entente a été signée par les pays exportateurs de fourrure sauvage et l'Union européenne. Les pays signataires s'engagent à ce que le piégeage, que ce soit pour la nourriture, la fourrure ou comme mesure de contrôle des animaux nuisibles, soit pratiqué selon les normes humanitaires et le respect des animaux. Le piégeage est pratiqué dans tous les pays du monde et dans la plupart des cas, l'industrie de la fourrure n'est pas impliquée. Par exemple, pour réduire un trop grand nombre d'animaux sauvages qui détruisent leurs propres habitats, pour éliminer certains prédateurs qui menacent les espèces en voie d'extinction ou pour éviter la propagation d'épidémies. Pour procéder à une bonne gestion, nous, on a besoin d'informations de base qui nous sont fournies. Comment sont les populations au niveau? Est-ce qu'ils sont abondantes? Est-ce qu'ils sont en descendant? Est-ce qu'ils sont en augmentant? On a besoin de ces informations-là. Les seules personnes qui peuvent nous donner ces informations-là sur un pays aussi grand que le nôtre et aussi inaccessible que le nôtre, ce sont les trappeurs. Les trappeurs, par leur présence sur le terrain, nous rapportent ces informations-là avec lesquelles nous, on procède à la gestion de ces animaux. Sans ces gens-là sur le territoire, il serait pour nous impossible d'opérer une bonne gestion de ces populations-là. Impossible. Toutes les fourrures ne sont pas des produits de la faune. Les premières tentatives d'élevage de visons et de renards ont été faites en Amérique du Nord il y a une centaine d'années. De nos jours, environ la moitié des fourrures produites au Canada proviennent de fermes familiales comme celle-ci. Pour Jean-Charles Labonté, travailler sur la ferme est une tradition familiale ainsi qu'un héritage culturel. La ferme ici, il a commencé à avoir des animaux en 1935. Mon père avait débuté la ferme en 1935 avec 8 animaux. J'ai décidé de travailler sur la ferme. C'est pour ça que j'en suis venu à élever des visons à tel niveau.